JBL Conseil, recrutement et approche directe de cadres et commerciaux depuis 1996, vous présente le 18h Éco. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro du 18h Éco, le magazine économique de Télé Nantes qui vous parle de celles et ceux qui entreprennent et qui innovent en Loire-Atlantique. Je reçois cette semaine Olivier Attimon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'une coopérative laitière, le groupe Eurial, dont le siège est à Nantes. C'est pas une petite coopérative, deuxième groupe coopératif en France, cinquième groupe laitier derrière les Lactalis, Danone et autres belles. Vous transformez combien de litres de lait chaque année ? Si c'est en litres, c'est 2,8 milliards de litres de lait. 2 milliards de litres, et puis du lait collecté chez combien de 6500 producteurs. 6500 producteurs. Qui sont donc adhérents à la coopérative. Alors, Eurial est un des acteurs majeurs, vu les chiffres que vous annoncez, un des acteurs majeurs de la filière lait en France. Une filière en crise, on l'a vu ces dernières semaines. On y reviendra largement tout à l'heure, mais avant cela, quelques mots sur l'actu économique de la semaine. On commence par une histoire marseillaise, une galéjade, comme on dit là-bas. Des associations de la cité phocéenne se sont mises en tête que le savon de Marseille ne pouvait être fabriqué qu'à Marseille. Pour ça, elles veulent une IGP, une indication géographique de proximité. Le hic, c'est qu'aujourd'hui, le plus gros producteur de savon de Marseille est à Nantes, plus précisément à Rezé, à la savonnerie de l'Atlantique. L'industriel nantais s'inquiète, il craint que cette IGP, si elle est validée, l'empêche de fabriquer du savon estampillé de Marseille. Il a exprimé sa colère auprès de nos confrères de France Bleu Loire-Océan. Je cite, « Le savon de Marseille est un procédé chimique précis, pas un terroir. On est plus savonnier que beaucoup de cons qui se disent savonniers là-bas. » Fin de citation. Autre actualité, les chantiers navals STX à Saint-Nazaire viennent de décrocher une nouvelle commande, mais cette fois dans le domaine des EMR, les énergies marines renouvelables. Un contrat pour une sous-station électrique destinée à un champ d'éoliennes en mer au large de la Belgique. C'est le deuxième succès dans ce domaine pour STX, qui compte embaucher et passer de 180 personnes à 400 d'ici un an dans ce domaine des EMR. Et on termine avec cette étude de l'INSEE Pays de la Loire, publiée à l'occasion de la Journée de la femme. Qui apprend-on ? Que les filles ont de meilleurs résultats scolaires que les garçons, mais qu'au niveau des études supérieures, leurs études sont plutôt stéréotypées. Santé sociale pour les filles, industrie pour les garçons. Un reste sur des schémas assez classiques. Ensuite, notre région arrive en tête pour la part des femmes de 25 à 50 ans en activité. 82%, un très bon score, mais le temps partiel y est plus élevé qu'ailleurs pour les femmes, avec 21% des femmes au travail qui sont en temps partiel. Et le plus souvent que les hommes, ces femmes occupent un poste inférieur à leur niveau de diplôme. On le voit, tout n'est pas encore gagné pour l'égalité hommes-femmes dans le travail. On passe à la rubrique Objectif Emploi. Nous mettons cette semaine le cap sur les métiers de l'aéronautique avec un forum, le 4e forum des métiers de l'aéronautique organisé par le comité d'établissement d'Airbus Nantes, un forum à destination des jeunes générations du collège au lycée, mais aussi à destination d'adultes en reconversion. C'est samedi 12 mars de 9h à 18h en continu. Ça se passe rue de l'Aviation à Bouguenais sur le site d'Airbus. Les élèves pourront dialoguer avec des professionnels ou prendre des infos auprès d'établissements scolaires qui seront également présents et c'est bien sûr gratuit. Et puis la semaine prochaine, du 14 au 20 mars, autre actualité, c'est la semaine de l'industrie. Certaines entreprises vont ouvrir leurs portes au grand public. En Loire-Atlantique, on pourra visiter la centrale thermique de Cordemais, une carrière de roche à Herbignac ou encore une station d'épuration à Saint-Herblain. Plus d'infos sur le site www.visiter-nos-entreprises.com. Est-ce que vous aussi, chez Eurial, vous ouvrez parfois vos entreprises au grand public pour ces visites ? Alors, le siège à Nantes, non. Les usines, oui. Ouais. Et bien entendu, les exploitations aussi. Notamment, peut-être, l'usine d'Herbignac qui produit aussi. De la mozzarella. De la mozzarella, oui. Ouais. Donc ça arrive parfois que vous ouvriez vos portes. Voilà. Bien sûr, tout à fait. Ouais. Que ce soit aux étudiants ou à l'occasion de portes ouvertes. Les producteurs sont aussi très très intéressés pour ouvrir leurs portes aux exploitations aussi. Ça leur permet de faire connaître au grand public ce métier. On enchaîne avec la séquence reportage à présent. Reportage cette semaine chez un des leaders de l'édition du Code de la route. Les codes Rousseau en Vendée sont les plus connus, mais il y a aussi les ENPC à Saint-Herblain. Les deux entreprises d'ailleurs se partagent le marché des auto-écoles.
Elles leur fournissent tout le matériel pédagogique et les manuels de code nécessaires pour préparer les élèves à l'examen. Un examen d'ailleurs qui est en train d'être refondu. Une réforme est en cours qui sera mise en vigueur au mois de mai. Reportage chez ENPC, donc un éditeur pied au plancher. ENPC, Amandine, bonjour. Alors, de quoi avez-vous besoin pour cette commande ? Les appels téléphoniques s'enchaînent dans les bureaux des ENPC, les éditions nationales du permis de conduire, basées à Saint-Herblain. L'examen du code de la route vient d'être réformé. La nouvelle épreuve entrera en vigueur début mai. Les auto-écoles ont donc besoin de manuels mis à jour. 20 000 commandes rien que la semaine dernière. Nous sommes passés exactement de 224 pages à 240 pages. On en a profité pour redonner un petit coup de jeune à l'ouvrage en même temps, avec que des nouvelles photos, les nouvelles questions pour répondre à l'examen et tous les nouveaux thèmes. Peut-être que les auto-écoles vont peut-être changer d'ouvrage en se disant tiens, un nouvel ouvrage, je vais l'essayer. Ça peut être aussi une nouvelle occasion d'aller chercher peut-être de nouvelles auto-écoles qui ne travaillaient pas forcément avec nous. L'éditeur herblinois fournit 50% des auto-écoles et se partage le marché avec le leader historique, les codes Rousseau. Nés il y a 20 ans seulement, les ENPC ont su prendre le virage du numérique en personnalisant tous leurs ouvrages. On a un graphiste qui est essentiellement dédié à cette activité. Donc là, par exemple, c'est la couverture d'un autre code B qu'on avait fait par le passé, aux couleurs de l'auto-école. Donc là, c'est pour le 80. Ensuite, là, nous avons d'autres formats d'ouvrages. Et tous les jours, on a des commandes en personnalisation. Le rythme s'accélère avec le nouvel examen à venir du code de la route, au service logistique comme à la conception. Ici, on imagine le contenu des manuels et des supports audiovisuels utiles aux candidats, avec une nouveauté, des questions vidéo. Comme à l'examen, avec un clap qui permet de savoir qu'on a affaire à une question vidéo. Et le son se joue et tout le montage... Question numéro 28. Je ralentis, réponse A. Je maintiens l'allure, réponse B. Voilà, donc là c'est notre prestataire qui a monté les images et les sons qu'on lui a fournis pour pouvoir intégrer après les questions vidéo dans nos supports, que ce soit sur la box, sur Prépacode ou sur les DVD. La PME compte 64 salariés et réalise un chiffre d'affaires de 14 millions d'euros. En 2014, son fondateur l'a revendu aux éditions Fleurus. On arrive à la dernière séquence de ces 18h écho avec notre invité, Olivier Attimon, directeur général du groupe Euria, une coopérative laitière. D'abord, quelques mots sur votre parcours. Vous avez 48 ans. Vous avez d'abord fait des études en statistique informatique à Vannes avant de bifurquer en école de commerce, Subdeco à Paris, puis un master à HEC en intelligence marketing. C'est-à-dire dans ce domaine que vous avez construit votre carrière, directeur marketing commercial à la conserverie La Belle-Illoise, puis vous avez dirigé la filiale œuf du groupe Leader Avril, et donc depuis 2 ans, vous êtes le directeur général d'Orial. Vous mettez en œuvre les décisions d'un conseil d'administration présidé par un producteur laitier, puisque c'est là la particularité d'une coopérative, c'est qu'elle appartient à ses sociétaires, en l'occurrence les 6500 éleveurs d'Orial, c'est ça ? Oui, absolument. Que ce soit le président, mais aussi tout le conseil d'administration, ce sont des éleveurs qui donc président aux destinées effectivement de l'entreprise. Donc on imagine une gouvernance plutôt participative. Oui, clairement, une gouvernance participative impliquée. On se dit que les éleveurs, dans le cadre de cette coopérative, sont mieux protégés peut-être qu'ailleurs face aux fluctuations du marché et aux difficultés de la filière lait. Disons qu'ils sont parfaitement au courant de la gestion de l'entreprise, qu'ils travaillent avec tout le comité de direction que je dirige sur la stratégie de l'entreprise et sur ce qui suivent l'application du plan d'action. Et pourtant, il y a cette crise agricole et pourtant il y a des actions. Encore la semaine dernière, du côté de Plessé, un de vos camions a été bloqué par des agriculteurs en colère. Comment expliquer ce mouvement alors que voilà, ils participent justement aux décisions de gestion d'une coopérative telle que la vôtre ? Alors peut-être que ce n'étaient pas les éleveurs adhérents à la coopérative qui bloquaient le camion. Au-delà de ça, et plus sérieusement, les productions animales sont des productions qui sont difficiles à réguler. Il y a une offre, il y a une demande. À la sortie des quotas, il y a beaucoup plus de production de lait que le marché ne peut en absorber. Donc la fin des quotas, c'est il y a 1 an et demi à peu près. Et il y a depuis, un peu plus de 8 mois. Ouais. Enfin, 1 an maintenant pour être précis. Ouais. Et depuis, on est en surproduction. On est en surproduction et du coup, les cours du lait ont plus que chuté, ce qui est dramatique pour les éleveurs, puisque quelque part, le prix de revente de leur lait est bien trop bas actuellement. D'une certaine manière, vous les avez aussi appelés à produire plus, non ? C'est une bonne question. La sortie des quotas, ça se jouait au niveau européen.
c'est plutôt l'Europe du Nord qui s'est mise à produire bien plus. La France a suivi ses quotas jusqu'ici et s'est développée seulement de 2%. Sur cette année 2015. Donc le problème n'est pas lié à la France, il est plutôt lié au nord de l'Europe en termes de production laitière. Donc vous dites que c'est plutôt conjoncturel cette crise. Alors c'est conjoncturel parce que au-delà de cette surproduction, les marchés se sont aussi profondément ralentis. Il y a l'embargo russe qui freine considérablement l'exportation de ces produits laitiers en Russie. La Chine s'est bien ralentie et le Moyen-Orient est aussi beaucoup moins importateur de lait du fait du poids des guerres, de l'effondrement du prix du pétrole, par exemple. Et vous êtes victime de ça, entre guillemets, parce qu'on est sur un marché mondial. On est sur un marché mondial. La France, c'est une économie laitière puissante. Les champions du monde sont des groupes français laitiers. 40% de la production laitière est exportée hors de France. C'est le cas aussi chez vous, chez Absolument. L'Oréal ? Oui, tout à fait. Est-ce que alors les producteurs demandent une meilleure répartition des marges sur toute la filière lait, du producteur au consommateur? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'on peut leur répondre? C'est la grande revendication de cette crise agricole. Oui, et vu la situation des éleveurs, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'industriel pour leur offrir une meilleure marge à ces producteurs? Déjà une pleine transparence sur notre mode de gestion. Nous sommes un groupe coopératif, je vous le disais, le conseil d'administration sont des éleveurs. Ils voient effectivement ils s'aperçoivent si effectivement ce sont les groupes industriels ou coopératifs qui se gardent effectivement la marge ou pas. Ce n'est pas vraiment le cas, hélas. On est sur des marchés qui sont mondiaux, avec un prix du lait qui est mondial. Et effectivement, il y a une nécessité, quelque part, de s'adapter à ces prix mondiaux. Aujourd'hui, le prix du lait, il est de combien? Il est autour de 270 € les 1000 litres pour un éleveur. Il est très très bas. Il est très bas, il y a il est un en dessous an, du coût de on production. était plutôt à 350 € les 1000 litres. Il y a un an, à la même époque, on était déjà bas. C'était 310 € les 1000 litres. Ce qui frappe sur cette crise, c'est qu'elle est longue. Et c'est ça le problème. Et vous pensez qu'on va bientôt en sortir ou Non. au contraire? Non, c'est pour ça que je suis particulièrement concentré et préoccupé. La hausse de la production laitière s'est accentuée encore en fin d'année. Nous arrivons bientôt au printemps avec effectivement plus d'herbe, donc plus de lait, et une production qui va encore augmenter par rapport à des marchés qui ne vont pas en commander plus. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en tant qu'industriel? Vos sociétaires ne vous demandent pas garantissez-nous un prix plancher, un prix minimum pour acheter notre lait? Ils sont aussi suffisamment lucides pour savoir que, quelque part, garantir un prix plancher pourrait obérer la compétitivité de leurs propres outils qui assurent, quelque part, la pérennité de leur exploitation. Mais là, c'est une compétitivité mondiale, c'est ce que vous dites. Absolument. Donc il faut que nos outils restent aussi compétitifs. Et je ne peux pas me permettre d'avoir des outils sous-investis qui seront moins compétitifs que ceux de mes confrères au niveau mondial. Et il faut absolument être sur cette compétition-là, en tout cas, pour exister demain. Non, on peut aussi travailler à développer des marques qui gardent un peu plus la valeur, à travailler l'innovation, qui permettent aussi de créer plus de valeur ajoutée. Les marques de L'Oréal, c'est aujourd'hui Soignon. C'est Soignon, c'est Grand Fermage, c'est Agrilet, par exemple. Donc, aussi. Donc ce sont des marques qui conservent de la valeur, mais ce n'est pas l'intégralité de notre offre produit. Donc on peut se développer par l'internationalisation parce que la croissance est là-bas. On se développe par des marques et évidemment par de l'innovation. Et ce sont les trois éléments moteurs pour créer plus de valeur ajoutée et être capable de payer à nos éleveurs le prix du lait plus cher que le marché. Donc il faut encore investir, encore dépenser, peut-être s'agrandir. Il y a eu ce mariage récent avec le Agrial. Normand Agrial qui vous donne une taille plus importante pour justement aller concurrencer C'est la parfaite démonstration que je viens vous dire. Oui. Oui, c'est ça. À deux, on peut investir plus, on peut attaquer les marchés mondiaux en étant encore plus compétitif. On peut, et ça permet d'offrir une famille de produits supplémentaires en transformation laitière, et donc captiver et intéresser tous les clients mondiaux. C'est une course quand même un peu, c'est une guerre mondiale. On a l'impression que dans cette guerre-là, le producteur est un peu oublié. Est-ce que vous y pensez vraiment quand vous allez exporter tous vos produits à l'étranger, en Asie ou ailleurs? Vous ne pouvez pas imaginer que l'éleveur est oublié dans une coopérative. Je vous dis, c'est lui qui préside quelque part à la destinée de son groupe, et c'est lui qui est attentif effectivement au prix du lait auquel on va acheter le lait. Après, effectivement, il va tout faire pour la groupe coopérative doit répondre à trois choses. Un, être capable de permettre à l'éleveur de développer son exploitation, donc aller chercher de nouveaux marchés, créer plus de valeur ajoutée pour payer quelque part le lait un peu plus cher que l'environnement. Et trois, quelque part, c'est assurer la pérennité de l'exploitation. Il a besoin du groupe qu'il a lui-même créé pour avoir des débouchés pour sa production, pour son lait. Vous avez eu ce mariage, vous êtes plus gros aujourd'hui. Est-ce que ça vous donne des capacités de mieux négocier auprès de la grande distribution?
Ça me donne des capacités, peut-être de mieux négocier auprès de la grande distribution. Ça me permet d'avoir des familles de produits plus larges, d'être un généraliste du lait, et sachant que sur ces différents marchés, on ne se prend pas les crises au même moment. Donc ça me permet de lisser la volatilité du prix du lait, qui est une des conséquences effectivement des surproductions ou sous-productions. Et avec la grande distribution, les négociations sont toujours aussi compliquées, difficiles ? Ce sont des clients, donc c'est pas moi qui vais vous dire que les négociations sont compliquées. Néanmoins, on est sur des rapports de force qui sont effectivement réels. Est-ce que c'est un levier de ce côté-là ? Est-ce qu'il y a des marges à trouver de ce côté-là pour donner un peu de souffle du côté des producteurs ? Ou est-ce que c'est trop compliqué ? Il y a une prise de conscience quand même, puisque que ce soit la grande distribution ou nous, groupes coopératifs et certains groupes privés, ont signé la charte laitière des valeurs, qui est un socle qui permet d'essayer de répartir un peu mieux la valeur entre grande distribution, industrielle et éleveurs. Donc il y a une prise de conscience qui démarre. Merci Olivier Attimon d'avoir accepté notre invitation et puis à bientôt sur Télé Nantes. Je vous remercie. JBL Conseil, recrutement et approche directe de cadres et commerciaux depuis 1996, vous a présenté le 18h Écho.